Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ta carrière. Et si votre propre histoire contenait déjà les graines de votre futur métier? Devenir maman peut bouleverser une vie, mais parfois cela transforme aussi une trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Émilie, accompagnante parentale spécialisée TDAH. Elle est elle-même maman concernée et c'est à partir de cette expérience intime qu'elle a choisi de se former, de structurer son expertise et d'en faire un véritable métier. Comment passe-t-on d'un vécu personnel à une expertise reconnue? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Bonjour Émilie, Bonjour Aurélie, merci pour l'invitation. merci à toi de ta présence. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en découvrir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr, donc je suis Émilie, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. J'habite dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges même, pas très loin de Gérardmer et de la Bresse, pour ceux qui connaissent, donc voilà. Je suis maman de 4 enfants, donc un ado de 16 ans qui est lui HPI, le second donc Charlie qui a 8 ans, qui lui a le TDAH et maman de jumeaux qui viennent d'avoir 7 ans. Donc autant vous dire que la parentalité, je connais au sens large. Eh oui, et donc une vie bien remplie de maman, du coup. 4 Exactement. enfants et du boulot. Oui, mais c'est un plaisir. Ouais. Je pense que je suis faite pour être, maman d'une famille nombreuse. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier aujourd'hui alors? Oui, alors moi, j'ai un parcours un peu, atypique. Dans mon cursus, scolaire, j'ai fait un BTS, bâtiment qui m'a conduit sur un poste, d'assistante au conducteur de travaux. Donc c'était mon premier job en CDI tout de suite. Enfin, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu, direct le CDI. J'ai travaillé 3 ans, dans ce domaine. J'étais jeune, j'avais du mal à faire ma place auprès des équipes plutôt, masculines et d'un certain âge. Donc c'était compliqué pour moi de faire ma place et d'être légitime et quand j'ai eu, Lucas, mon premier enfant, c'était quand même des journées très à rallonge et je m'y retrouvais plus en fait, c'était pas la parentalité que j'avais envie. Donc rupture conventionnelle, quelques mois de chômage et j'en ai profité pendant ces quelques mois de chômage de tester plein de métiers. Parce que moi je suis de nature curieuse, j'avais envie de tester des choses. Donc je me voilà, partie en intérim et à chaque fois, ça se passait super bien, les gens voulaient me garder et moi j'étais vraiment dans l'optique de tester des choses et de tester des métiers et en même temps, je travaillais sur un nouveau projet. Qu'est-ce que je pourrais faire et qui pourrait être la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle? J'avais déjà, ça en tête et Lucas était né, il avait 6 mois, donc je me suis dit: «Bon, voilà, il faut trouver ce que tu as envie de faire». Et là, tout de suite, j'étais en rendez-vous à la mission locale et là, je dis à la dame qui m'accompagne, je dis: «Je veux faire comme vous, je crois». Elle m'a dit: OK, trouve-moi un stage, va faire un stage». Donc je trouve un stage rapidement, je fais mes 2 semaines de stage et là, c'est confirmé, je veux faire ça. Et là, la directrice, de la mission locale à l'époque, elle me propose, un CDD pour les vacances, d'été. Bon, je dis: «Oui, pas de souci». Et du coup, j'ai signé l'intérim pendant les vacances d'été et au mois de septembre, 2010, je rentre dans ce poste et je l'ai quitté en mai, 2025. Et dans ce poste, en fait, j'ai commencé, en bas de l'échelle, donc comme, chargée d'accueil, voilà, ce qui permettait de découvrir, les jeunes, les partenaires. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, elle m'a proposé de passer conseillère, donc ce qui m'a permis, voilà, de découvrir l'intérieur du métier, parce que je me disais: C'est vachement bien ce qu'elles font, les collègues». Donc j'avais envie moi aussi de recevoir des jeunes, donc du coup, travailler sur leur parcours professionnel, leur orientation, la mobilité, la santé, citoyenneté, culture et le côté métier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai eu la chance d'être toujours conseillère, mais d'évoluer un peu et de prendre en charge, une partie qui s'appelait le parrainage. Donc en fait, c'était, mettre en lien des personnes bénévoles qui sont retraitées ou actives avec des jeunes, donc en rapport avec le métier. Et ça, c'était hyper riche parce que c'est quelque chose que j'ai adoré de manager, une équipe bénévole, monter un projet et cetera. Et on m'a proposé encore une fois de basculer sur, un autre poste après. Donc j'ai été conseillère, France Service à la fin, des dernières années. Conseillère France Service, ça m'a permis en fait
d'accueillir d'autres publics, d'accueillir tout public. Et là, on parlait, de dossiers retraite, de faire les impôts, un compte Amélie, les comptes France Connect. Enfin voilà, c'était un métier, vraiment très large où on faisait de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique et de l'accompagnement de personnes. C'est quelque chose que voilà, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il fallait apprendre d'autres choses, mais comme j'aime beaucoup apprendre et que je suis curieuse et tout, ça a été, un tournant dans ma carrière. J'ai adoré faire ça aussi. Ah oui, donc tu as eu un sacré beau parcours professionnel et qu'est-ce qui a permis la bascule alors avec, Oui, ton alors du métier actuel maintenant oui. d'accompagnante parentale? Alors du coup, à un moment donné, bah, la fatigue, a cumulé des enfants parce qu'entre-temps sont nés Mmh. Charlie et les jumeaux. La fatigue, le manque de reconnaissance aussi au travail, des politiques, toujours, plus, avec un budget serré, enfin, toujours faire plus avec moins de moyens et j'ai fatigué en fait et du coup, j'ai fait un burn-out, quasiment 1 an d'arrêt. Après le médecin m'a dit: «Bah non, en fait, vous pouvez pas reprendre à votre poste parce que ça met votre santé en danger» et ça a été compliqué pour moi de l'entendre parce que c'est un métier passion, c'est pas des métiers qu'on fait par hasard. Du coup, ça a été très douloureux pour moi d'accepter. C'était comme ça, il Oui, fallait tourner la page et c'est vrai qu'il m'a c'est le fallu moment. ouais, c'était le moment de peut-être changer, parce qu'effectivement, je me posais des questions quand même à la fin: «Est-ce que tu veux toujours faire ça ou pas?» et là, bah, du coup, ça a été «le choix pour m» entre guillemets, «le choix pour moi» et Oui. c'est bien. Ce qui permet de rebondir et de faire autre chose et du coup, comment je suis arrivée à ce métier-là? Et en fait, Charlie a été diagnostiqué il y a 2 ans de son TDAH. Je comprenais pas trop ce que c'était parce qu'en fait, lui, il était accompagné par des professionnels de santé. Même si on vous explique vite fait c'est quoi le TDAH, moi je comprenais pas ce qu'il vivait. Je comprenais pas c'était quoi ces lettres-là, que je comprenais pas que c'était un trouble du neurodéveloppement et qu'il avait pas la même façon de fonctionner que mes autres enfants. Je me disais: «Mais je comprends pas, avec mes autres enfants ça marche, mais avec lui ça marche pas». Mmh. Donc du coup, je me suis documentée, j'ai cherché, je me suis formée comme aidante en TDAH auprès de l'association Hyper Super, TDAH France et je me suis formée aussi en premiers secours en santé mentale. Parce que du coup les TND, il y a un petit lien avec la santé mentale et suite à ça, je me suis dit: «Mais en fait, toi tu as compris comment fonctionne ton enfant, tu sais d'où vient le TDAH, place pour toi, tu le mettrais pas à disposition des mamans, enfin des familles qui vivent la même chose que toi. Du coup, je me suis dit: «Bah, sois consultante ou accompagnante en TDAH». D'accord, OK. Donc ça y est, la bascule est faite Ouais. et maintenant, tu es, consultante, accompagnante, spécialisée TDAH. Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement comment tu fais? Comment tu accompagnes les personnes? Comment tu agis au quotidien avec ces personnes-là? Oui, je fais des coachings individuels avec des parents qui souhaitent vraiment parler d'un sujet précis sur le TDAH. Ça peut être, on peut travailler sur les idées reçues, on peut travailler sur, la gestion des crises. Un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement peut faire des crises, ça peut être déclenché par, des fois c'est tout bête, hein, ça peut être parce qu'il a froid, parce qu'il a faim, parce qu'il est fatigué. Mais si vous n'avez pas les outils ou si vous ne savez pas comment gérer, la crise, elle peut durer 45 minutes. D'accord. Donc si vous avez des bons outils, que vous arrivez même à anticiper la crise, parce qu'après on peut anticiper la crise, c'est beaucoup plus facile. C'est des enfants aussi qui sont souvent dans l'opposition, donc je travaille aussi sur l'opposition et c'est des enfants qui ont du mal à se mettre au travail sur les devoirs. Donc j'aide aussi, dans les devoirs, voilà. Je m'adapte vraiment au quotidien de la personne et sur les spécificités qu'elle veut travailler. OK, oui, en fait, la personne, elle va te contacter: «Mon enfant, il a des troubles, du TDAH, mais j'ai du mal sur ce domaine-là, mais pas sur celui-là», par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je m'adapte vraiment à la famille et puis, c'est vrai que moi, c'était vraiment, gérer, à un moment donné, c'était gérer l'opposition. Donc j'ai vraiment travaillé là-dessus pour moi-même, sur l'opposition. Après, il y a d'autres familles, c'est sur, les devoirs. Les Ouais. devoirs, ouais. Parce qu'il y a pas l'enfant a du mal à comprendre pourquoi il a des devoirs à faire, donc faut lui expliquer qu'il y a les devoirs et comme on est, les enfants qui ont un trouble de l'attention, c'est un manque de dopamine. Donc du coup, quand il fait ses devoirs, il va pas voir l'intérêt. Parce qu'il y Oui, aura pas une récompense tout de suite. Donc du coup, de voir l'intérêt, qu'il y aura une note dans 3 semaines, lui, il s'en fout. Et ce qu'il veut, c'est quelque chose d'immédiat. Et ce que je dis tout le temps, vaut mieux faire moins, mais de bonne qualité. oui, Donc ça, après, faut voir avec la maîtresse. Enfin voilà, il y a oui. plein de choses à voir, que j'explique aussi en coaching. OK. Ce que je fais aussi, j'anime, des cafés rencontres. Donc là, c'est des professionnels qui me sollicitent et là, on met ça en place pour les familles, du territoire où, on casse les idées reçues du TDAH.
Donc on explique ce que c'est, donc comme je viens de le faire et on casse les idées reçues sur le cachet qui peut être prescrit à certains moments, que l'enfant, il y fait pas exprès par exemple d'être comme ça ou d'avoir certaines réactions. C'est déculpabiliser vraiment le parent en lui expliquant, le trouble. OK. Donc si je comprends bien, tu interviens aussi bien avec des professionnels sur des cafés, sur, des informations collectives, on va dire, qu'avec le particulier? Oui, c'est ça. OK. Et tu interviens pas, directement avec, la maîtresse? Alors du coup, je me suis renseignée pour, rentrer dans l'éducation nationale et en fait, c'est très, très compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que je m'étais dit: «Bah, ce serait bien que les maîtresses soient plus informées sur, les troubles du neurodéveloppement», sachant que sur une classe de 25 enfants, il y a environ 4 à 5 élèves qui ont un trouble du neurodéveloppement, donc ce serait bien qu'elles soient plus, informées et en fait, c'est très compliqué de rentrer dans ce système-là parce qu'ils ont leur propre système de formation, parce que chaque école n'a pas de budget Ouais, c'est ça. voilà, C'est donc et compliqué. puis c'est compliqué. OK. Et ça ressemble à quoi une semaine type ou une journée type chez toi? Il y en a? Ouais, alors du coup, bah, ce qui est bien d'être, son propre patron, c'est que du coup, je me lève plus à 6 heures du matin et ça, c'est Ça, chouette. c'est chouette. Je me lève à 7h30, je profite de mes enfants, je les emmène à l'école et ma vraie journée de travail, elle commence à 8h30 où là, je vais checker, mes mails. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, si, bah, faut faire de la prospection, faut se faire connaître, hein, donc Mmh. la partie marketing, voir si les mails que j'ai envoyés les quelques jours avant, ça a fait sens pour certaines structures, donc peut-être faire des devis, faire des factures, faire un petit peu de compta et après, je vais checker, les réseaux sociaux, voir aussi ce que j'ai mis en sur Insta, Facebook, LinkedIn. Je vais faire le tour, répondre aux DM, à répondre, aux parents Mmh. qui ont pu me solliciter par là et après, bah, c'est de l'accompagnement. Ça peut être du coaching et OK. ou me déplacer, là où je suis sollicitée par les professionnels. D'accord, oui, parce que ça donc du coup, tu peux travailler en week-end sur des salons, des choses comme ça? Ouais, du coup, j'ai été sollicitée pour faire un café rencontre un samedi parce que du Mmh. coup, les parents qui travaillent, sont plus disponibles le samedi. Après, moi, je m'adapte, hein, c'est cette chance que j'ai d'avoir aussi un mari qui est plutôt disponible, qui travaille la journée. Donc si je dois aller animer une conférence ce soir, je peux y aller. Oui. Toujours en respectant du coup ta contrainte vie pro, vie perso, mais tu t'adaptes, quoi? Ouais, alors ça, c'était hyper important. Donc du coup, mes enfants, parce que j'avais pas la chance avant, ils viennent manger, ils vont pas à la cantine 2 midis par semaine, on mange en famille, parce que mon mari rentre aussi. Donc je concilie, vie pro et vie perso. Donc C'est ça, chouette. c'est chouette et c'est ce que j'avais, envie et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais eu mon premier fils. OK. Et quelles sont les compétences indispensables pour faire ton travail alors? Avoir de l'empathie, être à l'écoute, de ne pas être dans le jugement et d'essayer de comprendre ce que la personne vit. Après, comme je vis ça au quotidien avec mon enfant, quand les parents me parlent, ça fait sens pour moi Mmh. et je peux rebondir sur des choses qui ont fonctionné chez moi, sur des tips. Après, ce qui fonctionne chez un enfant ne fonctionne pas toujours, mais après il faut tester. Et ce que je dis, c'est les parents qui connaissent le mieux leurs enfants, donc c'est à eux d'adapter le discours que je peux leur apporter et les conseils que je peux leur apporter. Donc pour résumer, une grande empathie, de l'écoute. Quel est le parcours pour faire ton travail? Comment tu t'es formée toi? Ça, Non? c'est des formations, bah, aidantes en TDAH, c'est une formation que j'ai suivie, bah, en ligne, en suivant un parcours de formation bien précis. 1er secours en santé mentale, je me suis formée avec PSSM France, qui fait des Mmh. formations assez régulièrement. Après, j'ai pas de titre de consultante ou de coach. J'ai 15 ans d'expérience en mission locale qui font que, je suis légitime dans ce domaine de l'accompagnement et mon expérience terrain auprès de mon enfant, qui fait que je me sens légitime en tout cas. OK. Oui, donc c'est vrai que le diplôme, enfin le titre de coach n'est pas encore, obligatoire, mais il va peut-être l'être plus tard et il existe des VAE, des plein de parcours différents pour, faire valoir ce droit-là, donc Oui, c'est voilà, je me réciproque. Oui, voilà, je me ferme pas la porte. Après, je me dis si, effectivement, on voit que c'est le gouvernement se pose des questions, mais si c'est le cas, je ferai une VAE, bien sûr. Tu parlais de légitimité, à quel moment, je te pose cette question parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent se poser la question, ils se disent: «Moi, je vis ça dans ma vie, est-ce que je pourrais pas en tirer quelque chose pour en faire un métier?» À quel moment on peut se dire: «Je suis légitime», à ton avis?
peut-être se faire accompagner par un professionnel qui pourrait vous aider à y voir plus clair sur où et comment vous êtes légitime. Parce que moi, du coup, quand j'ai voulu, j'avais l'idée de m'installer, à mon compte, c'était un choix que j'avais fait tout de suite après le burn-out en me disant: «Bah, je ne veux plus les contraintes de salarié. Il faut que je me pose et que je me fasse, aider, accompagner» et il y a des professionnels qui font ça et quand, j'y suis allée avec mon idée, j'ai dit: «Bah, voilà, j'ai 15 ans d'expérience. Mon enfant, il a un trouble de l'attention. Est-ce que je peux pas en faire quelque chose?» Mon conseiller en entreprise et il me dit: «Vous êtes légitime parce que vous avez 15 ans d'expérience en mission locale, parce que votre enfant vit ça, parce que vous vous êtes formé aussi en aidante en TDAH, en premier secours en santé mentale. En fait, c'est faut prendre ce qu'on fait à côté, ce qu'on fait professionnellement et ce qu'on peut faire aussi, dans sa vie personnelle, en fait. Mmh. Moi, je le dis souvent en bilan, c'est, voilà, on prend pas que le professionnel parce qu'on développe tellement de compétences à côté, que ce soit dans une vie associative, une vie en tant que parent. Enfin, il y a plein de compétences qui peuvent, être transverses justement et il faut justement, c'est ça qui est important, Oui, bah, les d'identifier ça pour se sentir légitime. ouais, ouais, les compétences transverses, oui, on en parle, en mission locale souvent et puis, Voilà. effectivement, moi, j'ai 2 autres casquettes parce que je ne m'arrête, jamais. Je suis aussi trésorière à l'association des parents d'élèves de ma ville. Oui. Donc du coup, on développe aussi plein d'autres compétences et ça fait, 4 ans que je gère un gîte. D'accord. Bah, tout ça, en fait, ça fait des compétences, pour gérer l'entreprise finalement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on va piocher un peu partout pour, reformer, une nouvelle identité. Oui. OK. Peut-on vivre de ce métier aujourd'hui? Est-ce que tu as assez de clients pour, en vivre ou pas encore? Ou comment Bah, là, du coup, oui, comme je te disais, je démarre donc du coup, pas encore, mais après je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. mais en fait, les j'ai envie de dire, les parents sont tellement peu accompagnés et tellement démunis, ils sont prêts à trouver des coachs Ouais, peut-être pour les aider, ouais. c'est ça? Alors du coup, moi, Pas assez d'aide? c'est le constat que j'ai fait, quand Charlie était accompagné par la plateforme de coordination des troubles du neurodéveloppement. On m'a dit: «Vous allez voir, ça va tout changer pour vous». Alors j'attends encore, parce que du coup, ça a tout changé pour lui parce qu'effectivement, il est pris en charge sur son trouble auprès de l'orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, donc ça, de ce côté-là, il y a pas de souci. Mais finalement, moi, ce qui me manquait et là, je le crée, donc du coup, ça me manque moins. Ce qui me manquait, c'était, de ne plus être seule, en fait. Je suis seule face à cette question, c'est quoi un TND, c'est quoi un TDAH? Donc je me suis formée, j'ai appris plein de choses, mais du coup, de pouvoir aussi échanger avec d'autres mamans. Et moi, ce que j'ai ma spécificité, c'est que j'ai créé aussi une communauté où on peut échanger, c'est une communauté qui est gratuite, où on peut échanger ensemble, où les mamans, elles posent leurs questions, moi je leur réponds et l'idée, c'est vraiment de se soutenir parce que finalement, les mamans, enfin les parents, ils sont laissés pour compte, en fait. On vous dit: «Votre fils a un TDAH», puis c'est tout. On vous laisse, on vous accompagne pas, on vous guide pas, on vous laisse au bord de la route. Oui, donc tu disais dans ta communauté, gratuite, les gens peuvent, communiquer entre eux, puis même avec toi du coup Oui, avec moi, oui, 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 ouais, moi je donne et puis, des petits tips, des petites astuces, enfin voilà. je sais que tu vas aussi faire un podcast pour aider les parents. Alors comme je le disais tout à l'heure, je n'aime pas m'ennuyer, donc effectivement, oui, j'ai créé un podcast qui a enfin voilà, je l'ai démarré au mois de septembre 2025, où je me suis dit: «Mais comment je peux aider encore plus les parents?» Il s'appelle «Maman à maman au cœur du TDAH». Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, d'écoute. Je mettrai le lien. Ah merci! Et du coup, ça permet, voilà, de déculpabiliser et de ne plus se sentir seul Oui, face à ça. Parce que du coup, moi, je parle, mon fils, ça fait 2 ans qu'il a été diagnostiqué avec le TDAH. On nous a proposé le traitement il y a 2 ans, mais on le donne seulement et je l'explique dans un épisode pourquoi on a fait le choix de lui donner maintenant et pas avant. Donc voilà, d'accord. on parle un petit peu de tout le quotidien que les parents peuvent avoir avec le trouble de l'attention. OK. Quels sont tes plus grands défis, au quotidien? Mon plus grand défi, c'est rigolo que tu poses cette question parce que je me la suis, vraiment posée hier. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Quel message je voulais, transmettre? Pourquoi j'avais choisi ce métier? Et je me suis dit: «Mais en fait, je voulais un métier qui ait du sens. Je veux vraiment que le TDAH, soit reconnu, en fait». Parce Mmh. qu'aujourd'hui,
il est un peu noyé dans les troubles du neurodéveloppement, ce qui est normal parce que la nomenclature, DSM-5 veut ça. Mais finalement, on en parle. C'est un trouble qui est méconnu, mal reconnu par la MDPH. Il y a souvent peu ou pas d'AESH. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'en parler et de déculpabiliser aussi les parents, en leur disant: «Ben, ce trouble, il existe en fait. C'est peut-être pas un fantôme mais c'est un handicap. Il est reconnu comme tel, comme un handicap, mais il faut vraiment que tout soit mis en place derrière pour accompagner l'enfant» et du coup, moi, ce que je veux, c'est vraiment, montrer que ce trouble existe et le rendre, peut-être légitime aussi. C'est ça, parce que j'ai envie de dire, des fois aussi, on entend beaucoup de personnes qui disent: «Ouais, mais maintenant, les enfants, ils sont tous diagnostiqués HPI, TDAH, de toute façon, ils sont plus normaux». Alors du coup, pour répondre à à ce que tu Mais dis, mais c'est en vrai, fait, enfin, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup plus la possibilité et la facilité de le faire parce qu'il y a il y a eu une crainte, enfin voilà, il y a eu des chercheurs qui ont fait ça très bien. Effectivement, moi, ce que je vois aujourd'hui, parce que je parle je parle du TDAH tout le temps maintenant, je vois des gens entre enfin, de mon âge et même, de vers 20 ans jusqu'à un peu plus, âgés, qui sont seulement diagnostiqués. Ça leur permet de poser des mots sur leurs mots, justement. Parce que du coup, ils me disent: «Ouais, mais en fait, je pense à un de mes collègues avec qui j'ai travaillé qui me dit: «Bah, Émilie, on m'envoie voir un neuropsychologue parce qu'il y a une suspicion de TDAH» et après quand je repense comment il est mon collègue, il est tout feu, tout flamme, il passait à plein de choses, plein d'idées, plein de sa tête, c'était, des idées sans cesse, toujours un peu agitées et cetera et après je me dis: «Ben, c'est peut-être bien diagnostiquer et ça lui permettra peut-être de canaliser et d'en faire une force». Parce que mmh. ce que je dis aussi, aux parents que j'accompagne, ce n'est pas une tare en fait. Ces enfants, ils ont une énorme force, ils ont des capacités, il faut vraiment aller chercher la capacité qui permet à l'enfant de pouvoir s'épanouir. Et donc, oui, c'est ça, c'est justement, trouver son système un peu de fonctionnement à l'enfant, à lui propre à lui-même, quoi. Ouais, c'est ça et puis, le valoriser dans ce qu'il est bon. OK. Et qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction alors? De pouvoir en parler. De pouvoir aller animer, des cafés rencontres, parce que moi j'adore ça. Parce que je me sens légitime Oui, et puis que et tu es passionné par ce que tu dis, parce que tu le vis et que tu le ressens, donc forcément, c'est facile pour toi d'en parler. c'est ça et du coup, c'est une vraie fierté parce que du coup, j'ai testé plusieurs métiers quand même dans ma carrière et là, enfin, je sens qu'il y a de la passion et que j'ai envie d'en parler et j'ai envie que les choses, elles changent. Après, ben, effectivement, je trouve que si chacun on a tous quelque chose sur lequel on est convaincu. Aller, défendre ce qu'il veut vraiment, je pense que les choses, elles changeraient au quotidien. Je pense que, même si j'apporte pas grand-chose, bah, ça a un petit impact et un C'est petit toujours un impact, c'est plus, important. des fleurs. J'aime bien faire le parallèle, c'est une petite graine Oui, et après, bah, il faut le temps qu'elle germe, mais c'est une graine. c'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite, faire le même métier que toi ou un métier, comme toi, lié à une expérience personnelle? D'oser le faire, parce qu'en fait, c'est l'idée que j'avais déjà, quand Charlie il est né. Donc Charlie, il a eu 9 ans, il va avoir 9 ans. Donc en fait, ça fait 10 ans que j'ai cette idée de me lancer à mon compte, comme consultante ou comme aidante. Et je l'ai jamais fait et je me lance seulement. Donc c'est d'oser et de s'entourer des bonnes personnes. Parce que si vous avez des bonnes personnes qui croient en vous autour de vous, il y a l'effet un peu boule de neige, en fait. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir y aller. Donc bien s'entourer et oser. Oser et puis y croire. Merci Émilie pour ton partage. Merci Aurélie, c'était très riche cet échange. Bah, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, je suis ravie donc de t'avoir accueilli aujourd'hui. Et vous, chers auditeurs, peut-être que comme Émilie, votre histoire n'est pas juste une histoire, peut-être qu'elle porte déjà les contours de votre futur métier. À vous d'oser l'explorer. Si cet épisode vous a parlé, prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'est-ce que mon propre parcours pourrait devenir si je décidais de le professionnaliser? Et si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-le. On ne sait jamais quelle réflexion peut être en train de naître chez l'autre. À très bientôt dans Réveille ta carrière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!